Bonjour et bienvenue dans l'émission Questions aux experts, l'émission qui répond à toutes les questions qui sont posées par les internautes de Pourquoi Docteur. Nous allons aborder aujourd'hui le problème de la maladie veineuse, une maladie dont les premiers signes peuvent sembler bénins, mais qui est tout de même une pathologie à prendre très au sérieux. Et pour traiter de tous ces sujets, nous sommes avec le docteur Vincent Crébassa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin vasculaire et phlébologue et vous allez durant 20 minutes nous éclairer sur cette maladie qui toucherait 18 millions de personnes en France, mais dont seulement 30% seraient traitées. Alors la première question, c'est moi qui vous la pose. Pourquoi cette différence entre le nombre de patients et le nombre de personnes traitées ? Je pense qu'il y a beaucoup de patients justement qui négligent cette pathologie en pensant que ce ne sont que des jambes lourdes, ou des petites télangiectasies, des petites varices et qu'ils estiment que ce n'est pas important. Alors qu'en fait c'est le début et l'entrée dans la maladie veineuse, donc c'est très important d'être présent dès ce moment-là pour empêcher l'évolution de la maladie et surtout ses complications. Alors justement, il y a une des premières questions des internautes qui porte là-dessus. J'ai les jambes lourdes, cela ne m'inquiétait pas trop, me dit cette personne. Son médecin lui dit c'est une maladie à prendre au sérieux, donc c'est vrai ? Oui, c'est tout à fait vrai. Les lourdeurs, c'est un des premiers symptômes. C'est le symptôme le plus fréquent, mais il ne touche qu'un patient sur deux. Donc vous avez quand même un patient sur deux qui ne souffre pas de lourdeurs, mais d'autres symptômes, comme des impatiences, des crampes la nuit, des lourdeurs en fin de journée, des fourmillements, etc. Alors justement, une autre question. Lorsqu'il fait chaud, j'ai les extrémités qui ont tendance à gonfler. Est-ce que c'est un signe de problème cardiaque ou de maladie veineuse ? Ça peut être les deux. Ça dépend de votre âge, de vos antécédents, bien évidemment. Une insuffisance cardiaque peut donner des œdèmes. D'autres maladies existent également pour donner des œdèmes. Mais un œdème qui progresse au fur et à mesure de la journée et qui apparaît de plus en plus tôt dans la journée, c'est vraiment un signe d'insuffisance veineuse plus caractéristique, disons. Quelles sont les causes de la maladie veineuse ? Alors, il y a des études qui sont assez récentes, qui ont moins de 10 ans, qui nous ont beaucoup aidé à comprendre quelles étaient les causes de la maladie. La maladie commence en réalité très jeune et c'est une pathologie de l'élastique dans la paroi de la veine. Cet élastique s'abîme et donc la veine ne revient pas, ne retrouve pas sa position initiale. Donc elle reste dilatée, c'est une varice. Et donc la varice apparaît dans un second temps. Le début, le problème initial, c'est vraiment une pathologie de l'élastique dans la paroi de la veine. Et comment cette maladie peut évoluer dans le temps ? Eh bien, avec l'âge, c'est un premier facteur de risque, bien évidemment. À partir de quel âge il faut vraiment commencer à s'inquiéter ou à consulter si on a quelques symptômes ? Je pense que dès le début des symptômes, justement, parce qu'on s'est aperçu que les adolescents avaient parfois des varices. J'espère qu'on en discutera tout à l'heure, mais il y a un facteur qui est très important, c'est l'hérédité. Donc en fonction de l'hérédité de votre père, de votre mère ou des deux, vous avez un risque d'apparition plus précoce, effectivement, de la maladie veineuse. Et question justement qui porte un peu sur la détection, quels sont les examens à faire quand on soupçonne une maladie veineuse ? Bon, je pense que la première des choses, c'est d'en parler à son médecin généraliste qui fera un examen clinique. Qui se déroule comment ? Dans un cabinet médical, en examinant les jambes, avec bien sûr la recherche d'un œdème, la perte des reliefs osseux, un signe, ce qu'on appelle le signe du godet. Donc quand on appuie sur la peau, la marque du pouce reste. Donc ça signe un œdème. Et puis bien sûr, dès qu'il y a une varicosité, une varice, ça signe l'existence d'une maladie. Parce qu'en fait, cette maladie, c'est une maladie de la circulation sanguine. Et la circulation sanguine, c'est quand même pas rien en termes de santé et de bonne forme physique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quel est le mécanisme ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Votre sang est amené aux organes par les artères, il est ramené par les veines, sauf que si ces veines ne ramènent pas le sang au cœur et le laissent redescendre, eh bien à ce moment-là, il y a une contre-pression qui s'exerce. Donc il y a une stase et il y a une pression dans les capillaires, la zone d'échange, ce qui permet de distribuer l'oxygène et les nutriments à la peau notamment. Et cette surpression fait qu'il va y avoir une stagnation, une mauvaise oxygénation de la peau et toutes les complications de la maladie. D'accord. Alors vous avez parlé tout à l'heure, un des signes de cette maladie veineuse, ce sont les varices. On a pas mal de questions des internautes sur les varices. La première, c'est est-ce qu'on peut souffrir d'insuffisance veineuse sans avoir de varices ? Tout à fait. Les varices, c'est un des 7 stades de la maladie veineuse. Il y a 2 stades avant les varices. Le premier stade, c'est j'ai des douleurs, justement, ou des œdèmes, des lourdeurs, les symptômes qu'on a cités tout à l'heure, sans qu'il y ait apparition de varicosité ou de varices.
Et c'est à ce stade-là qu'il faut détecter les patients parce que la maladie commence. C'est l'élastique de la paroi de la veine qui s'abîme et qui déclenche ces douleurs que nous avons. Ensuite, quand la paroi élastique commence à s'abîmer, on va avoir des petites varices, qu'on appelle des télangiectasies, des varicosités. Donc ce sont des petits vaisseaux rouges qu'on considère plutôt comme un problème esthétique, souvent. Mais c'est ça, tout ça sont des signes visibles, c'est-à-dire que n'importe qui peut les repérer sur... Là, on les repère, mais avant, il y a des symptômes sans qu'il y ait de varices ou de varicosité. Et quand on arrive à une certaine taille de varices, le corps médical dit 3 mm, à partir de 3 mm, on parle vraiment de varices. Est-ce qu'il faut voir qui, quand on commence à avoir des varices, un généraliste, un spécialiste ? Les deux, j'allais dire, puisque de toute façon, votre généraliste va pouvoir évaluer l'étendue de ces varices, savoir si elles sont à risque traumatique, si elles sont douloureuses, où elles sont situées. Et puis, par contre, après, il faudra avoir un spécialiste pour définir la localisation, surtout de l'origine de ces varices, puisque ce qui est important, c'est de traiter, j'allais dire, le robinet qui fuit et qui alimente ces varices, et non pas la varice que l'on voit simplement pour un problème esthétique. Alors justement, j'ai une question sur les éventuels intervenants. Quelqu'un qui me dit j'ai des lourdeurs dans les jambes. Mon pharmacien me parle de varicosité, me demande si j'ai des varicosités. Deux questions à partir de ça. D'abord, est-ce qu'un pharmacien peut être de bons conseils sur ce type de maladie ? Et par ailleurs, c'est quoi les varicosités ? Alors oui, tout à fait. Le pharmacien, de toute façon, a accès et regarde les jambes de ses patientes souvent, notamment quand il prend les mesures pour les chaussettes ou les bas de compression. Donc c'est un bon moment aussi d'échange et de partage de connaissances et surtout de prévention. Ils ont un rôle de dépistage important, puisque vous avez commencé l'émission en disant qu'il y avait 70% des insuffisants veineux qui n'étaient pas traités. Donc c'est un excellent moyen de les détecter, de les prévenir, de les dépister. Les télangiectasies, ce sont des vaisseaux qui font moins de 3 mm et qui sont visibles sous la peau, souvent sinueux et parfois chauds, dérangeants, avec des démangeaisons et des paresthésies. Les démangeaisons, c'est aussi un signe d'insuffisance veineuse ? Ça peut être un stade plus évolué, même après d'insuffisance veineuse. Après les varices, quand on a de l'œdème, ça c'est le 3e stade, l'œdème fait que c'est de l'eau qui stagne sous la peau, je schématise, et cette est mal oxygénée, donc la peau se renouvelle mal. Donc on a après tout ce qu'on appelle les troubles trophiques, à savoir l'eczéma variqueux, parfois des dermites ocre ou des dermo-hypodermites, donc des problèmes cutanés qui sont dus à un problème d'insuffisance veineuse. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de l'hérédité dans la maladie veineuse. J'ai justement une question là-dessus. Ma mère avait des varices, j'ai 20 ans, est-ce que je suis une personne à risque ? Ah, tout à fait. On a cherché à savoir quels étaient les facteurs de risque de la maladie veineuse. Pourquoi ? Parce que s'il y a 18 millions de Français qui ont une insuffisance veineuse, on ne va pas pouvoir prendre en charge 18 millions de patients de la même façon. Il nous faut donc des critères pour savoir quels sont les patients qui vont évoluer plus rapidement dans la maladie et ceux qui vont rester à un stade léger d'insuffisance veineuse. Donc on a étudié différents critères et le premier critère qui ressort, le premier facteur de risque, c'est l'hérédité. On n'a étudié que l'hérédité directe, donc le père et la mère. Et les mamans transmettent plus à leurs filles. Mais ce qui était surprenant dans cette étude, c'est que les papas transmettent également la maladie et préférentiellement à leur fils. Mais bien évidemment, si les deux parents sont atteints, les adolescents sont à risque d'être atteints de façon plus importante. Donc, les adolescents ou cette jeune femme de 20 ans qui a un antécédent, je la prendrai en charge de façon plus régulière que quelqu'un qui n'aurait pas d'hérédité. Donc si les parents ont des varices, consultez dès qu'il y a la moindre interrogation. Tout à fait. Et ne pas hésiter à reconsulter. Puisque comme c'est une maladie évolutive, le diagnostic d'un jour ne sera pas celui de demain. C'est une maladie qui touche davantage les hommes, les femmes, à égalité ? Alors c'est une maladie qui se transmet autant à l'homme qu'à la femme, qui est transmise autant par le père que par la mère, mais qui touche plus les femmes. On a 75% de femmes atteintes pour 25% d'hommes. Probablement, la différence étant probablement liée aux hormones qui nous différencient, bien sûr. Alors justement, sur cette maladie et les femmes, il y a un sujet qui revient aussi beaucoup dans les questions, c'est le problème de la grossesse. Est-ce qu'il est normal que des varices apparaissent après une grossesse ? Nous demandent plusieurs internautes. Tout à fait. Alors, c'est normal puisque le deuxième facteur de risque, ce sont les nombres de grossesses. Effectivement, à partir de 3 grossesses, le risque d'avoir des varices est plus important.
Ce n'est pas une pathologie de voir apparaître des veines plus importantes ou plus volumineuses pendant la grossesse, puisque la femme sécrète plus d'hormones qui vont permettre d'augmenter le volume des veines pour accueillir 20% de sang en plus pour l'enfant. Donc c'est normal que ces veines se dilatent, mais théoriquement, dans les 8 mois à 1 an qui suivent la grossesse, elles retrouvent une taille normale. C'est pour cela qu'on ne se précipite pas sur des veines qu'on appellerait des varices, qui sont peut-être même incontinentes au lendemain de la grossesse, mais qui, 8 mois ou 1 an après, peuvent récupérer sans laisser de traces. Donc dans ce cas-là, en fait, on ne parle pas de maladie veineuse, c'est juste un état qui est lié à la grossesse. Il peut y avoir une maladie existante qui va être aggravée bien évidemment par la grossesse. Il faudrait être vigilant. Il y a des recommandations particulières qui sont sorties récemment sur la compression pendant la grossesse, justement chez les patients et les patientes plus exactement à risque. Alors on va venir justement à tous les modes de prise en charge. Et les premières questions qui portent d'ailleurs sur la prise en charge, c'est quels sont les traitements à suivre en cas de maladie veineuse ? Peut-être qu'avant tout traitement, il y a des facteurs de risque qu'il faut modifier. C'est-à-dire qu'on sait que le surpoids est un facteur de risque important. On sait également que la sédentarité est un facteur de risque important. La sédentarité, c'est je vis 8 heures dans la journée sans avoir marché 5 minutes d'affilée de façon régulière. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, puisque de plus en plus, si on peut même aller chercher son pain en voiture, on va faire des courses. La vie moderne s'oppose à l'exercice physique. Voilà, donc il faut prendre en charge ces facteurs de risque dits modifiables, donc perdre un peu de poids, ça c'est certain, et arriver à introduire 10 minutes, un quart d'heure de marche tous les jours, c'est déjà fondamental. Ensuite, on a 2 types de traitements, les traitements étiologiques et les traitements symptomatiques. Les traitements étiologiques sont des traitements qui vont agir directement sur l'élastique dans la paroi de la veine, avec des médicaments qui ont fait leurs preuves, bien sûr, et avec des recommandations internationales, avec des experts sur tous les continents, qui ont établi ce consensus. Et puis après, vous avez les traitements dits de compression, avec les chaussettes, les bas, les collants, pour faire face à cette hyperpression quand on est au stade d'hyperpression veineuse. Donc on peut agir vraiment à 2 niveaux différents. Au niveau étiologique, la cause, et les conséquences, l'hyperpression. Sans parler après, bien évidemment, de tous les traitements, mais nous en parlerons après, des traitements physiques, des varices ou des ulcères ou des troubles trophiques. Restons justement sur ces traitements, disons presque de première intention. J'ai une question sur, je prends régulièrement l'avion, est-ce que, puisque je suis sensible aux problèmes de circulation, est-ce que je dois forcément mettre des bas ou des chaussettes de contention ? Le risque en avion, on parle essentiellement de risque de phlébite. Il existe un deuxième risque, c'est un risque d'œdème également. L'avion, ce n'est pas tant la pression atmosphérique qui est calculée et qui est mesurée. C'est comme si on était à 2400 mètres d'altitude, donc théoriquement, il n'y a pas de risque particulier. Mais effectivement, si j'ai une fragilité, j'ai un risque de phlébite ou d'œdème. Donc on conseille effectivement de porter des chaussettes de compression. Je me permettrai de rajouter que dans l'avion, c'est un air qui est quand même très sec, un peu comme dans une climatisation. Et donc, il est nécessaire et important de boire pour éviter la déshydratation. Alors, dans l'avion, on a facilement tendance à boire du thé, du café, voire de l'alcool pour se déstresser s'il y a quelques turbulences. Et ces 3 boissons sont en fait des diurétiques et donc vous déshydratez encore plus. Donc, n'hésitez pas à boire de l'eau pétillante, des sodas durant le vol pour éviter la déshydratation. Donc, contention, hydratation. Volontiers. Toujours sur le registre de ces contextes pendant lesquels on peut avoir des symptômes particulièrement aigus de problèmes veineux, des questions sur les bains de soleil, sur les bains tout court, mais avec de l'eau trop chaude. Tout ça, c'est déconseillé ? Je pense que ce qui est déconseillé, c'est la chaleur en général. Je conseille à mes patientes habitant sur Montpellier, je conseille à mes patientes d'aller, même si elles vont à la mer, on ne peut pas empêcher d'aller à la mer quand on habite à 10 km de la mer. Les empêcher d'aller au soleil, ça serait difficilement réalisable, mais en revanche, aller régulièrement dans l'eau, marcher dans l'eau, ça fait un bien extraordinaire à vos jambes et surtout ça permet à cet élastique qui s'est dilaté de revenir en position normale.
avec le rafraîchissement. Donc, vous parliez de bain chaud, sauna, spa, hammam, il faut rafraîchir les jambes après. Mais les gens qui ont une insuffisance veineuse ne sont pas à l'aise dans une ambiance très chaude et spontanément le font. Beaucoup de patientes vont vous dire, la nuit, j'avais trop chaud, j'avais quelques impatiences, je me suis levé, le carrelage froid m'a soulagé. Donc, la fraîcheur soulage les patientes. Revenons avec pas mal de questions sur ce symptôme particulier que sont les varices. Comment on les prend en charge? Quels sont les modes de prise en charge? Alors, sous-entendu pour les faire disparaître. Il y a différents objectifs. Il y a l'objectif médical qui est d'éviter l'évolution d'une varice vers des œdèmes, un eczéma et voire même des ulcères veineux. Je vous interromps sur ce point. Comment cette évolution peut s'accélérer? Est-ce qu'il y a des causes qui peuvent accélérer cette évolution qui devient, pour le coup, quelque chose d'un peu plus grave? Les facteurs de risque comme l'hérédité, les grossesses, l'âge sur lequel on ne peut pas agir. Mais par contre, les deux autres facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir, le poids et la sédentarité. Un choc sur une varice, il y a aussi des questions là-dessus. Un choc sur une varice, c'est quelque chose qui peut aggraver ce symptôme? Oui, une varice traumatique. Il y a parfois des veines qui se transforment en varices qu'à la suite d'un choc violent. Elles ont été endommagées. Et donc ces varices, pour les soigner, pour les faire disparaître, on fait quoi? Alors pour les faire disparaître, il y a différentes techniques. Si on doit les faire disparaître dans le cadre d'un objectif thérapeutique, il y a les traitements endoveineux actuellement, on le voit en poupe avec les traitements endoveineux chimiques. C'est ce que l'on appelle la sclérose éco-guidée à la mousse, l'échographie nous servant à repérer l'origine de ces varices et à traiter avec un produit sclérosant moussant. C'est quoi le traitement? C'est un produit qui est injecté dans les veines? C'est un produit qui est injecté dans la varice, en commençant par son origine, qui va déclencher une inflammation, et c'est l'inflammation de votre corps, une réaction naturelle, qui va fermer et fibroser cette varice. Donc la varice va rester en place, mais diminuer de taille et disparaître. Ensuite, il y a des traitements toujours endoveineux, mais thermiques, c'est-à-dire que cette fois, on va aller brûler la veine par l'intérieur, avec soit une fibre laser, soit une fibre de radiofréquence. Il y a quelques critères anatomiques à respecter et une certaine taille de varice également. Les varices trop sinueuses ne pourront pas être traitées par un traitement endoveineux thermique puisque la fibre est quand même un peu rigide et ne suivra pas toutes les circonvolutions de la veine. Et puis bien évidemment, il y a les traitements chirurgicaux qui restent encore de mise à partir d'une certaine taille et sous certaines conditions, bien sûr. Alors justement, j'ai pas mal de questions aussi là-dessus. À partir de quel moment, enfin, en vous écoutant, j'ai envie de reformuler la question en disant à partir de quelle taille de varice il faut passer à l'intervention chirurgicale? On a établi récemment un petit peu un guide, si vous voulez, qui est au choix de chaque praticien, mais qui est fortement recommandé, qui est de dire en dessous de 6-8 mm, effectivement, la sclérose éco-guidée à la mousse, donc le traitement chimique est tout à fait adapté et a des résultats parfaits. Le laser et la radiofréquence, donc les traitements endoveineux thermiques à partir de 6-8 mm, et le cas échéant, s'il n'y a pas de possibilité avec ces traitements, la chirurgie. Et la chirurgie, ça se passe comment? C'est une intervention lourde? Il y a différents types de chirurgie. On est passé de la chirurgie où on faisait ce que l'on appelle une crossectomie et veinage, où c'était une chirurgie relativement lourde, parce qu'il y avait une anesthésie générale, à des traitements beaucoup plus ciblés. Et ces évolutions ont été permises par l'amélioration de l'écho-doppler et de la compréhension de la circulation. Ces appareils d'échographie Doppler nous permettent de comprendre d'où viennent les varices. C'est spécifique à chaque patient et chaque traitement est donc adapté à chaque patient. Ce n'est plus un seul traitement unique qui serait que de la chirurgie lourde. Il y a eu de nettes évolutions dans la chirurgie avec des traitements, par exemple, de simplement des varices visibles en laissant le tronc principal qui récupère, et ça c'est assez étonnant, on a une possibilité de réversibilité. Donc c'est assez intéressant d'avoir des traitements qui sont maintenant adaptés à chaque patient et à chaque condition hémodynamique. Une autre question concernant ces interventions chirurgicales pour traiter les varices, est-ce que cela laisse des cicatrices? Les varices, la chirurgie de stripping avec crossectomie laisse des cicatrices. Certains types de chirurgie avec des phlébectomies laissent des cicatrices, mais bien moindres. Et de plus en plus, on va vers des chirurgies où
la cicatrice est quasi inexistante. Il faut savoir où est-ce qu'on avait incisé pour retrouver la cicatrice, mais c'est une nette amélioration. Pas mal de questions aussi à propos de ces interventions chirurgicales sur les varices. Est-ce qu'il y a un risque que ces varices reviennent après une intervention chirurgicale? Le risque que la varice revienne existe, quel que soit le traitement. Ce n'est pas lié à la chirurgie, c'est une maladie qui est chronique et c'est une maladie héréditaire. Donc, quel que soit le moyen qu'on utilise, que ce soit une fibre de laser, de radiofréquence, un bistouri ou une sclérose, on ne traitera pas le gène et cette fragilité. Donc cette fragilité reste et le risque de récidive reste. Je dis souvent à mes patientes, on me soigne une carie, je peux avoir une autre carie. C'est la même chose, j'ai une varice, je peux avoir une autre varice et sur un territoire fragilisé, avoir une récidive, bien évidemment. Et si, en cas de récidive, est-ce qu'on peut avoir une nouvelle intervention chirurgicale assez rapidement ou il faut respecter des délais? C'est lié à quoi? La première des choses, c'est se remettre en question dans son traitement quand il y a une récidive précoce. Si c'est une récidive précoce, c'est qu'on n'a peut-être pas traité la bonne origine et qu'il y en a peut-être d'autres. C'est que ces varices sont peut-être d'origine pelvienne. Souvent, chez la femme, on peut avoir des varices abdominopelviennes et donc elles réalimentent l'étage jambier, j'allais dire, qui lui est visible, alors que dans le ventre, on ne le voit pas. Après cette remise en question, on peut remettre en question la technique, mais je pense que c'est surtout un problème d'appréhension de l'hémodynamique veineuse. Revenons à d'autres modes de traitement des varices. J'ai pas mal de questions sur les médicaments, puisqu'il y a eu des annonces de déremboursement de médicaments vénotoniques. Pourquoi? Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas efficaces, ils seraient dangereux? Non, ils ne sont pas dangereux, ils sont efficaces. La dernière conférence de consensus, qui est très récente, qui a 1 an et demi, démontre qu'ils ont des grades 1 en termes de référence, c'est une très bonne référence, qu'ils sont efficaces, et notamment sur la prévention. On parlait tout à l'heure de cette fibre élastique qui s'abîmait. Donc, empêcher l'évolution de la dégradation des fibres élastiques dans la paroi de la veine. Donc, ce sont des bons médicaments. Le déremboursement est sans doute un problème plus économique que d'efficacité. Et question également sur des traitements naturels contre la maladie, enfin pour lutter contre la maladie veineuse. Est-ce qu'il en existe? Est-ce qu'il y a des potions qui permettent de calmer ou de traiter cette maladie? Alors le déremboursement a fait qu'il y a eu beaucoup de potions, comme vous dites, qui sont apparues, mais sans réel niveau de preuve. Moi, je préfère m'en tenir aux conférences de consensus des experts internationaux parce que quel que soit le pays et le continent, ils ont établi une hiérarchie dans l'efficacité de ces vénotoniques. Et ces vénotoniques sont la plupart issus de produits totalement naturels, fractions flavonoïdes purifiées, micronisées, extraits de ruscus, ce sont des plantes. Alors, ce sera d'ailleurs une des dernières questions qui revient à quelque chose d'un peu plus grave que les potions. J'ai de l'insuffisance veineuse et mon médecin me dit que cela peut aller jusqu'à un risque vital. C'est-à-dire? Eh bien, il y a l'évolution de la maladie en elle-même, donc des varicosités, varices, l'œdème, les troubles trophiques jusqu'aux ulcères. Mais il y a toutes les complications qui peuvent apparaître en cours de route. Et ces complications, alors il y a l'hémorragie variqueuse, une varice qui est sous la peau, qui fait ce qu'on appelle une bulle hémorragique. Il n'y a plus de peau, c'est que la paroi de la veine que l'on voit. Donc la moindre effraction de cet endothélium, de cette paroi veineuse, fait que ça saigne et ça saigne beaucoup. Mais il y a aussi ce qui est malheureusement très connu, les phlébites. Et une phlébite peut donner des embolies pulmonaires. Donc on sait qu'il y a plus de 100 000 phlébites par an en France et plus de 10 000 décès par embolie pulmonaire. Toutes ne sont pas dues à des varices, mais les varices y participent très fortement. C'est un facteur de risque majeur d'avoir des phlébites et donc des embolies, donc un risque vital. Donc on voit avec cette réponse qu'effectivement, même si les symptômes peuvent paraître parfois un peu bénins ou simplement esthétiques, la maladie veineuse est quelque chose à prendre très au sérieux. Docteur Crébassa, je vous remercie de nous avoir éclairé sur tous ces sujets. Voilà, cette émission Questions aux experts, vous pouvez la regarder sur notre site Pourquoi Docteur et également sur notre page Facebook. Je vous remercie de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.